Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de l'ERAM, qui depuis une vingtaine d'années se consacre au milieu communautaire, entre autres. Je parle de Mme Caroline Moreau. Bonjour Caroline. Bonjour Yvon. Écoute, mes premiers mots, c'est de te remercier d'être ici ce matin pour parler de ce que tu vis dans le domaine communautaire et plus large encore. Et ma première question, c'est de nous parler un peu de ce qui se passe dans le développement communautaire. En 2022, on débute l'année. Est-ce qu'il y a du nouveau? Comment tu vis cela? Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse aller pour voir. C'est une bonne grande question. Oui. Parce que, en fait, le milieu communautaire, comme depuis toujours, est super bouillonnant, actif. La situation de la pandémie a amené à modifier beaucoup les activités dans les 2 dernières années, la façon de livrer les services, d'être avec les personnes de la communauté. Mm-hmm. Donc, ça a amené beaucoup de changements, beaucoup de changements consécutifs même, parce qu'il y a eu plusieurs confinements, plusieurs mesures qui ont apporté des modifications. Donc, il y a eu beaucoup de créativité collective des équipes de travail dans les milieux communautaires, dans les groupes communautaires, mais il y a aussi eu beaucoup de réflexion par rapport à tout ce que ça a apporté comme changement aussi. Donc, il y a des réflexions sur comment on vit ça maintenant. Tu sais, c'est sûr que là, on est un peu plus habitué après 2 ans, mais on arrive aussi à se poser la question, bon, comment on va travailler collectivement à remettre sur pied, à rétablir les communautés. Parce que depuis 2 ans, on a un peu perdu des fois le réflexe du collectif. D'être ensemble. On a eu l'isolement, on a eu des restrictions à être ensemble. Donc, il y a toute cette réflexion-là qu'on va devoir mener, puis faire des actions aussi pour recréer ces dynamiques-là de communauté puis de rencontres. Et je t'écoute, puis est-ce que je me trompe? Ça a quand même, j'appellerais ça, une certaine forme de remise en question de la formule qui était là avant, où je fais fausse route. Là, cette remise en question-là peut être très positive? Bien, peut-être qu'il y a certains groupes qui se sont remis en question. Évidemment, la mission des organismes demeure la même. C'est juste dans la façon d'être avec les gens ou de livrer le service aux gens. Okay. Donc, il y en a, par exemple, je pense à la distribution alimentaire. Bien, si on ne pouvait plus rentrer dans le lieu de l'organisme, ça a été, je pense à Horace, par exemple, qui a fait comme une livraison à l'auto. Un peu comme les restaurants qu'on avait dans les années 60 où on livrait à l'auto, mais c'était un peu le même principe. Fait qu'ils ont changé cette méthode-là pour être en mesure de continuer à offrir les services pour lesquels ils existent, notamment, mais aussi d'avoir cette proximité-là avec les gens. Sauf que c'est sûr que ça change le lien. Quand on rentre dans l'organisme, ça crée un espace un peu milieu de vie. Donc, il y a des discussions de l'informel qui se fait, il y a des liens qui se créent. Le sentiment d'appartenance aussi peut se développer plus facilement avec l'organisation et l'équipe de travail aussi qui est en place. Je dis pas que ça a complètement disparu, mais ça s'est sûrement transformé dans quelques relations parce que la proximité était plus là. On n'entrait plus nécessairement toujours chez les groupes, ou en tout cas, c'était restreint peut-être en nombre, en type d'activité. Et là? Toute la formule virtuelle aussi a amené beaucoup de changements puis de réflexion dans les pratiques. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont rester, de voir quelles activités sont nécessaires à être en personne puis quelles activités peuvent être en virtuel. Mais, tu sais, je pense que la fibre du communautaire, c'est d'être ensemble, de travailler collectivement, à trouver des réponses puis à se donner des services collectifs. Je pense que c'est sûr que l'humain reste au cœur de ça. Fait que cette remise en question-là n'a pas été faite. C'est plutôt un manque que ça a créé de ne pas se voir, de ne pas être ensemble, d'amener... Donc là, on ressent plutôt le besoin de se rassembler puis de jaser ensemble, d'échanger, puis de reprendre ces activités-là de construction collective. En t'écoutant, je me pose la question, excuse-moi, est-ce que ça aurait pu créer un besoin additionnel comparativement avant de communiquer, même si c'était de façon plus virtuelle? Là, il y a une ouverture plus évidente, mais est-ce que tu constates que les communications sont plus omniprésentes qu'elles étaient, il y a 2 ans?
Bien, assurément différentes, plus omniprésentes, je ne sais pas. Tu sais, je pourrais pas dire si les groupes ont davantage envoyé d'infolettres ou de communication à leurs membres. Certainement, il y a des groupes qui, ont pris le temps quand même s'ils ne se voyaient pas dans des rencontres, d'appeler chacun de leurs membres, OK? tu sais, pour prendre le pouls, comment ça va, continuer à entretenir le lien. Je pense à la Maison des femmes qui a fait ça, au Centre d'action bénévole aussi, qui ont appelé leurs membres pour dire: ça va-tu? Comment tu te sens? Comment tu vis ça? Si tu as besoin, on est là. Tu sais, de garder ce lien humain-là. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, le cœur du communautaire, ça reste toujours la fibre, relationnelle, l'humain qui est au Ouais, cœur de d'accord. ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça s'est transformé, mais est-ce que c'est plus omniprésent? Du moins, il y a une évaluation des communications. Tu sais, justement, de dire, ben, qu'est-ce qui est pertinent qu'on envoie ou pas? Puis on est tous, pas mal surchargés de courriels ou de messages. Ouais, Fait que, tu sais, de voir à optimiser ça, c'est sûr que ça c'était là avant, mais c'est peut-être encore plus présent ouais, aujourd'hui. Mais chose certaine, le lien de communication a ouais, été ouais, conservé, ouais. là. OK. Les impacts les plus majeurs depuis les 2 dernières années, selon ce que tu constates, ça se produit dans quel secteur pour les gens que tu desserves, les OBNL? Parce qu'on parle que la Corporation de développement communautaire de l'érable, à moins que je fasse erreur, on parle d'au moins une trentaine d'OBNL, 36, ouais. 36 OBNL. À partir de là, c'est comme si tu devenais un chef d'orchestre là, qui dessert des besoins différents, mais ils sont tous là pour répondre à des besoins de la société, Ouais. certaines personnes dans la société. Mais ces personnes-là sont touchées surtout par quoi? Peux-tu nous énumérer 2 ou 3 éléments sur lesquels c'est vraiment fragile, là, c'est vraiment délicat, Ben, la et pandémie a difficile? amené toute une hausse du coût de la vie. Donc, tu sais, les organismes en souffrent parce que toutes leurs dépenses sont plus élevées également. Le financement ne suit pas nécessairement. Les salaires ont augmenté parce que, tu sais, ça s'est combiné aussi à une rareté de Oui, main-d'œuvre. oui, entre Donc autres. là, il y a toute la question, tu sais, de la pérennité des services en même temps, tu sais, d'assurer ces services-là Oui, des membres. Mais sinon, au niveau social, ben c'est sûr que le coût de la vie a augmenté, donc tout l'alimentaire, les besoins de base, l'habitation, les vêtements aussi, tu sais, c'est sûr qu'il y a des alternatives, là, mais ça a un impact important dans la communauté, de façon générale chez tout le monde, là. Tu sais, c'est sûr que la hausse du mesure de panier de consommation qui a eu lieu de 5 l'année dernière, 5,1 si je ne me trompe pas, bien, ça affecte tout le monde. Mais c'est sûr que ça affecte beaucoup plus une famille qui a un salaire, qui travaille au ouais. salaire minimum, Qui- qui a un salaire de 150 000 par année. OK. Ça affecte tout le monde, mais de manière différente. L'impact est plus ou moins grand. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a amené des réflexions. Puis la question du logement, par exemple, Ouais. ben, elle est nationale, la problématique. Mhm. La sécurité alimentaire, elle est nationale aussi. Puis on l'a vu au début, tu sais, tout le monde qui avait perdu leur emploi parce qu'il y a eu le premier confinement, les entreprises arrêtées, etc., ben, il y a eu une augmentation importante des demandes de paniers d'aide alimentaire. Puis, je t'écoute en même temps, il y a aussi, je présume, l'aspect psychologique. Les Évidemment. gens, il y a des problèmes de pouvoir se loger à prix modique, abordable. L'alimentation, ce que j'entends. Oui. Puis l'aspect psychologique, il y a des gens qui sont confinés, qui vivent dans des HLM, puis ils sont pratiquement traités pour toutes sortes de bonnes raisons, comme s'ils étaient en prison, là, parce que la COVID est devenue une, euh, une occasion de pouvoir les isoler, c'est le cas de le dire. Mais l'aspect psychologique, tu le constates que Tout à fait. c'est assez fragile. Oui, oui. C'était déjà nommé dans plusieurs organisations avant, tu sais, qui Mhm. constataient la détresse psychologique, l'isolement, notamment chez les maisons de jeunes. On avait eu beaucoup Ah ces oui, commentaires-là des entre autres, ah jeunes oui. ouais, qui vivaient de la détresse psychologique avant la pandémie. Donc, tu sais, c'est de la performance scolaire, tu sais, toutes sortes de pressions aussi, tout le harcèlement qu'il peut y avoir par les médias sociaux, tu sais, toute cette pression-là. Chez les jeunes, ça se vivait beaucoup. C'était nommé beaucoup dans le réseau des maisons de jeunes, notamment.
mais ça s'est pas mal généralisé, malheureusement, la détresse psychologique de toutes sortes de manières, par l'isolement qui s'est accru pour tout le monde. Tu as nommé les HLM, mais les personnes qui vivent dans les CHSLD, c'est la même chose. Puis même dans nos maisons unifamiliales ou nos logements. Notre propre famille. Exactement, on a été isolés aussi. Donc, cette détresse-là a amené, évidemment, tu sais, j'ai pas mis la main sur des statistiques, tu sais, s'il y a eu une hausse d'appels, par exemple, au centre de prévention suicide mais clairement, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, même dans l'actualité. C'est toute la question de la santé mentale. Puis, en même temps, c'est un peu heureux parce que de le nommer publiquement, de le nommer socialement, ce problème-là, parce que c'est un problème qu'on banalisait ou qu'on parlait pas. Évidemment, c'est sûr que, tu sais, des fois, malheureusement, c'est plus facile d'avoir de la compassion quand tu as un bras cassé ou, tu sais, que quand tu as un diagnostic de dépression, par exemple. Tu sais, c'est difficile, puis ça stigmatise les personnes aussi. Fait que là, c'est sûr que ça a engendré une augmentation de la détresse. Puis, Je fais du pouce à ce que tu dis. J'ai lu un article dernièrement sur un rapport du Centre du Québec au niveau de prévention suicide. Puis ça disait précisément un nombre fulgurant d'augmentation d'appels, mais une légère diminution de suicides s'ils font des comparables avec les autres années. Donc, de l'accompagnement, ça se fait à plusieurs niveaux. Je voudrais peut-être, avant qu'on termine, que tu nous parles un peu... on peut déplorer de ce qui se passe depuis quelques années dans le monde communautaire, qui peut s'apparenter aussi avec monsieur et madame tout le monde qui vit des situations particulières. Ma question, c'est, on peut-tu parler de mode solution? Bien sûr. Si on parle particulièrement du logement, parce que ça semble être la pierre angulaire, on peut couper sur l'alimentation si on est en situation de pauvreté, si on peut l'appeler comme cela. Mais le logement, il faut se loger, il faut payer l'électricité. Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans la région ici, sans parler, ou de l'extérieur, ici au Québec? Bien, c'est ça qui est merveilleux avec le développement collectif, c'est qu'il y a une pluralité de réponses à ces enjeux-là qui existent. Puis c'est sûr que la question, tu sais, on n'a pas un portrait super précis dans l'érable de toutes les problématiques de logement, mais on le sait, tu sais, juste cette semaine, personnellement, avec le hasard des rencontres, j'ai rencontré 2 personnes qui ont quitté l'érable pour aller vivre à Victoriaville parce qu'ils n'avaient pas trouvé de logement. C'est sûr que ça se joue un peu avec le niveau de main-d'œuvre aussi. Plus les entreprises ont besoin de personnes pour combler leurs postes, bien, plus ils veulent attirer des gens. Donc, ça va aussi avec les besoins de logement. Si on se tourne vers l'immigration, bien, on n'a déjà pas beaucoup de grands logements. Souvent, c'est des familles plus nombreuses que nous, on a. Des fois, on a 1, 2 enfants. Bien, des fois, on est plus à 3, 4 enfants. Ce type de famille-là a beaucoup de difficultés à se trouver du logement en plus. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de réponses qu'on peut donner. Dans le logement, c'est sûr que ça paraît un peu un enjeu difficile à prendre. On ne sait pas trop de quel bord le prendre. Il y a de la réglementation municipale, il y a de la réglementation du schéma d'aménagement au niveau de la MRC, du zonage agricole, etc. Il y a plein de choses, mais justement, c'est ça l'enjeu du développement collectif, c'est qu'on se met ensemble, chacun nos expertises, développement économique, MRC, niveau politique, pour trouver la meilleure réponse. Puis il y a des super beaux exemples qui existent au Québec. Depuis quelques années, on peut faire une coopérative de solidarité en habitation. Donc, contrairement à la coopérative d'habitation régulière où ce sont les locataires seulement qui sont les gestionnaires de la coopérative, on peut se tourner vers d'autres personnes de la communauté pour nous aider dans la gestion du conseil d'administration. Donc, ça fait en sorte qu'on peut offrir, par exemple, ce type de formule-là pour des personnes aînées qui voudraient rester dans leur municipalité, mais qui souvent vont laisser leur maison parce que c'est trop de charges de gestion. Puis là, on ne va pas leur demander de gérer une coop collective en plus. Donc là, d'aller chercher des gens à l'extérieur de la communauté, bien, ça fait partager l'expertise, puis ça fait aussi soulager les locataires, par exemple, de toute cette gestion-là, qui est quand même un peu complexe, des fois avec des subventions, du soutien, tu sais, payer l'hypothèque et des choses comme ça, mais de façon collective, des fois, c'est stressant à être sur un conseil d'administration. Tu peux-tu parler des personnes de la communauté, si je comprends bien, qui accompagnent ces gens-là pour mettre en œuvre un projet
de solutions? Bien, il y a des organismes communautaires qui, tu sais, notamment, moi, c'est un peu le mandat d'une CDC, c'est entre autres de participer au développement social et communautaire. Donc, c'est sûr que, tu sais, dans ces types de comités-là, on est appelé à participer. Ça peut être aussi une collaboration avec l'Office régional d'habitation. Évidemment, ils sont les porteurs du logement modique, là, tu sais, avec les HLM puis les programmes de subvention au loyer. Mais c'est pas que eux qui peuvent offrir cette formule de logement. Tu sais, ça peut être les coopératives. On peut mettre un organisme sans but lucratif au niveau du On logement. parle de créer, là. Oui, de Oui, créer d'accord. d'autres choses que d'être, tu sais, en lien avec l'ORH. Puis, D'accord, tu sais, OK. donc, il y a plusieurs formules. Ça peut être une formule hybride aussi, d'encourager des propriétaires privés qui vont aller chercher des subventions. Notamment, la nouvelle mouture du programme Accès Logis permet ça, d'avoir des entreprises privées qui vont construire des logements, puis dédier pendant X nombre d'années, 20, 30 ans, des logements abordables. Puis pour ça, ben, ils vont avoir une subvention là, par rapport à la SHQ. Mais là, si on parle des contracteurs, il faudrait idéalement, je présume, avoir une relation avec ces gens-là parce que Bien sûr. si ces gens-là sont intéressés, c'est parce que d'abord et avant tout, ils croient à la nécessité. Exact. Mais est-ce qu'il y a une certaine sensibilité ou une certaine démarche auprès de ces gens-là qui se fait ou c'est en devenir? Ben, c'est embryonnaire, là, OK. je dirais. Le C'est comme comité le début, là? habitation se met tranquillement OK. en branle. Mais c'est sûr que c'était dans les personnes à aller chercher pour participer à la concertation, là, pour trouver ces réponses-là. Évidemment, il y a tout le côté politique parce que ça facilite aussi là, la question de la réglementation, mais les personnes de l'entreprise privée, tu sais, l'Association des locataires Centre du Québec aussi, tu sais, c'est des gens qui sont concernés. Les locataires eux-mêmes, ça peut être intéressant, tu sais, d'aller chercher des gens de la population. C'est une démarche de faire avec, qu'on appelle, donc de travailler avec les gens qui sont concernés par la problématique pour OK. répondre aux besoins. Puis aller chercher des architectes, aller chercher des gens qui sont dans aussi peut-être l'agriculture urbaine, tu sais, de profiter finalement d'avoir cet espace de création-là qui part à zéro, mais qui peut créer un milieu de vie super intéressant et stimulant. OK, Fait d'accord. tu sais, dans l'idée, puis là, je vais reprendre une image grossière, mais sortir du bloc brun de OK. 6 logements, tu sais, qu'on est habitué de D'accord. voir, puis de dire, ben comment on peut mettre de la vie, de la verdure, de l'agriculture urbaine, des espaces de détente, de liens de rencontre, Combiner tout ça. combiner tout ça, d'avoir un milieu de vie agréable. Puis, tu sais, il y a des organismes qui sont spécialisés au Québec, notamment dans ce type de projet-là. Il y a évidemment tous les groupes de ressources techniques des régions qui sont habilités à accompagner les promoteurs pour toute la question technique, les devis, soumissions, etc. Mais il y a aussi Vivre en ville, par exemple, qui a eu beaucoup de projets de développement qui, en fait, qui étaient de récupérer, de transformer des églises au Québec. Des églises qui étaient plus utilisées au niveau rituel, puis qui sont transformées. Ce qui est intéressant avec les églises, c'est qu'ils sont situés au cœur des villages. Fait que ça peut devenir, on peut l'utiliser pour devenir un moteur de vie communautaire, puis de penser aussi à une multiplicité des usages. Dans le sens que cette église-là, par exemple, ben pas nécessairement toujours transformée juste en logement locatif. On peut avoir un espace de salle communautaire, on peut avoir un espace de petit dépanneur ambulant ou quelque chose, tu sais, pour répondre aux besoins de la communauté. Une vocation actuelle selon les besoins. Exactement. OK. Puis une chose que la pandémie a appris, ou en tout cas j'espère qu'on va la garder, c'est d'avoir cette idée-là que le service peut se délocaliser pour les gens, d'aller là où sont les gens. Fait que, on l'a vu, par exemple, avec les bibliothèques municipales qui ont fait les services de livraison. Bon, c'est sûr qu'il y a des infrastructures et tout ça, mais de garder en tête que quand on va penser aux services ou au déploiement des services, ben c'est une avenue qui est possible aussi. Puis ça répond à un besoin. Et ça répond à un besoin. Et ça répond à un besoin, sinon, il faut répondre par le transport collectif et améliorer et bonifier l'offre de transport collectif. Excuse-moi, mais j'ai une question. Je suis quelqu'un qui écoute l'émission. Oui. Puis j'aurais le goût soit de m'impliquer ou de poser des questions. Je m'en vais où? C'est quoi la première démarche que tu proposerais à faire à cette personne-là si elle a moindrement un peu d'intérêt ou elle a des interrogations, mais elle ne sait pas dans quoi qu'elle s'embarque, là? Fait que, est-ce que tu as une suggestion
à faire? Si on parle, excuse-moi, spécifiquement dans le domaine du logement. Ouais. Ben, ça peut être par entrer en communication avec moi à la CDC, puis parce que je suis en contact avec justement le comité qui va travailler sur l'habitation. Sinon, ça peut être de contacter Sandra l'Office régional aussi. d'habitation de l'Érable? Oui, Oui. ça peut être l'Office, mais ça peut être aussi Sandra Vigneault, qui est la conseillère au développement des communautés à la MRC de l'Érable, qui prend le lead un peu là, de cette concertation-là. Concertation-là. Écoute, on s'est parlé brièvement avant l'entrevue et tu m'as parlé, je voudrais que tu en parles un peu plus de ce qui est en train de se faire, soit à Princeville, si j'ai bien compris, c'est dans le domaine du logement, et aussi dans l'Estrie. Tu m'en as parlé vaguement, juste assez pour attirer mon attention. Peux-tu nous en parler un peu plus? Bien, Princeville, c'est qu'ils ont fait, il y a un nouveau développement qui s'appelle les Faubourgs, qui a des terrains qui ont mis à disposition, dans le fond, pour construire des nouvelles habitations. C'est ça. Okay. Puis, dans le fond, quand une municipalité a ce type de terrain-là ou de projet-là, c'est intéressant de réfléchir au fait d'offrir un espace de terrain pour du logement abordable. Okay. Fait que c'est vraiment la première chose. Une des difficultés, c'est d'avoir des terrains pour construire des nouvelles unités d'habitation. Donc, c'est vraiment une des premières choses qu'on peut faire, c'est de parler avec nos municipalités pour exprimer le besoin de ces logements abordables-là, mais les élus sont aussi très, très au fait de ça, souvent du besoin de logement au niveau abordable. Ils se font contacter par des citoyens, justement. OK, mais dans un cas spécifique, dans ce cas-là, comment ça peut se passer? C'est la municipalité qui va piloter le projet ou ça va être une offre de certains contracteurs qui vont offrir la construction? C'est pas nécessairement porté par la municipalité, mais en ouvrant ce développement-là la dans disponibilité leur municipalité. Du terrain, ce que je comprends. C'est ça, la disponibilité du terrain. S'ils ont réservé cette partie-là pour du logement abordable, ben là, on a cette possibilité-là. De s'impliquer. Ben, au privé ou à un comité collectif là, pour créer quelque chose dans cette optique-là. Puis, est-ce qu'il se passe quelque chose aussi, ou il s'est passé quelque chose dans l'Estrie? Tu m'en as... Oui, bien, dans l'Estrie, c'est un nouveau modèle aussi justement de développement collectif au niveau de l'habitation. C'est qu'ils ont fait une coop de propriétaires. Donc, ça, c'est une première aussi au Québec. C'est des condos. Et là, je n'ai pas tous les détails du mécanisme, là, mais quand on achète le condo, après X temps, on le revend. On a une partie de cette revente-là qui s'en va à la coopérative, puis une partie qu'on garde. Donc, c'est pour faciliter notamment l'accès à la première propriété. Puis on le voit qu'avec le coût des maisons qui a explosé durant la pandémie, ça se peut qu'on ait plus de gens qui vont rester longtemps en logement ou des gens qui n'auront même pas les moyens d'aller en logement, donc des enfants qui vont rester peut-être plus longtemps chez leurs parents parce que les logements ont augmenté également. Mais donc, pour faciliter l'accès à la propriété, on peut avoir accès à un condo à coût abordable. Puis le fait de redonner une partie de l'argent de la vente à la coopérative, c'est ce qui permet de garder des coûts intéressants pour l'achat. Okay. Et donc, on enlève les condos, ce bloc de condos-là, de la spéculation financière ou immobilière, finalement, par rapport au logement, au coût de vente d'un condo régulier. Donc, ça, c'est des initiatives collectives, c'est des nouveaux modèles qu'on peut réfléchir, puis il y en a plusieurs modèles, on n'est pas... Souvent, quand on va penser à une habitation abordable ou des logements, on va penser à un bloc d'appartements. Ouais. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ça peut être une coopérative qui achète plusieurs petites maisons de personnes aînées qui veulent vendre leur maison, mais qui veulent rester dans le village puis qui font une ouverture, une rotation quand il y a plusieurs modèles, mais ça dépend évidemment tout ça du montage financier et de la capacité financière de la coopérative. C'est là le nerf de la guerre dans le projet, mais il y a quand même des solutions de plus en plus qui se mettent en place parce que justement, c'est un enjeu national, la question de l'habitation. Okay. Tu es impliqué comme d'autres organismes au niveau de la MRC de l'Érable, au Comité stratégique de développement social. Oui. Bon, ça veut dire que là, toi, tu représentes une entité, mais c'est qui est autour de ce comité-là? Parce que dans le fond, la mission de ce comité-là, tu pourrais nous en parler un peu, puis de voir qui représente ce comité-là. Bien, c'est un comité qui est issu de la MRC. Donc, comme il y a le comité stratégique en agroalimentaire ou autre comité,
Puis, en fait, ça regroupe un paquet d'acteurs. Là, je ne pourrais pas tous vous les nommer, mais on est vraiment Beaucoup beaucoup d'OBNL. parce qu'il y a aussi des tables de concertation qui sont représentées. Des tables de concertation qui concernent une vingtaine d'acteurs aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des élus qui sont sur ce comité-là. Il y a aussi des représentants. Il y avait la personne du ministère de l'Immigration qui était là parce qu'évidemment, c'est un enjeu important justement dans le développement économique et social de notre territoire. Donc, tu sais, il y a plusieurs organisations de tout horizon. Puis l'idée, c'est vraiment d'avoir cette concertation-là d'une vision 360 d'une problématique. Puis le comité s'est doté il y a quelques années d'une planification stratégique qu'on vient de réévaluer collectivement avec 4 enjeux transversaux, dont l'habitation. Okay. Parce que, justement, on est allé dans des enjeux transversaux pour se dire, bien, c'est sûr que l'habitation touche tout le monde, mais à des degrés différents puis à des manières différentes. Donc là, il y a plusieurs façons de répondre à des besoins, mais comme je te disais d'entrée de jeu, c'est vraiment une pluralité de réponses qu'on va trouver à ces enjeux-là. Il n'y a pas une seule réponse possible pour répondre correctement à l'enjeu de l'habitation. Excuse-moi, je t'arrête, mais je te pose la question suivante. Le comité est là. De façon stratégique, vous êtes en mode solution. Oui. Devenez-vous le moyen, c'est peut-être pas le bon mot, là, de pression auprès de l'État ou auprès de certaines autres entités pour mettre en place un projet que vous croyez vivable, réalisable, faisable? Moyen de pression, je pense pas, non. Mais tu sais, plutôt un acteur de concertation sur le territoire, certainement. Un moteur de projets, d'idées, de réflexion qui va pouvoir justement aller chercher les forces de chacun puis les secteurs d'action de chacun aussi. Puis d'avoir une solution qui peut être proposée parce qu'elle a été réfléchie. Exactement. Pour que par la suite, les décideurs puissent prendre la bonne décision. Ben ouais, puis tu sais, on parle souvent comme ça, décideurs, acteurs du milieu, mais dans le fond, ce que je constate vraiment dans l'érable, c'est qu'il y a vraiment un partenariat avec les élus dans tous les comités où je suis. Il y a une volonté de travailler collectivement. Puis, tu sais, on l'a aussi hein, dans la MRC, notre slogan, c'est terre de créativité. Mais tu sais, on est créatif autant dans nos concertations que dans nos réponses aussi. Là, merci, Caroline. Je vois le temps passer. C'est déjà le mot de la fin. On veut remercier Caroline Moreau, la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de l'érable, qui nous a entretenus sur les effets du développement collectif. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, Caroline. Merci, Yvon. Pour ta présence. Au revoir.